le 8e chapitre et les autres moines, ceux du Trobriez notamment, et puis les 1000 autres. Alors il faut savoir que on va faire 1000 statues à la Vallée des Saints, mais la fourchette basse c'est 700 et la fourchette haute c'est le double, 1400. Donc entre les deux, Dieu reconnaîtra les siens. Donc parmi les autres moines, on a quand même 7 particuliers qui sont considérés comme les fondateurs des 7 évêchés, bien que Nominoé ait un peu bricolé la carte électorale. Donc c'est la première fois que ça se faisait, puisqu'il a voulu un petit peu augmenter le nombre de ces évêchés de manière à demander au pape la création d'un archevêché. Mais enfin, néanmoins, ils sont rentrés dans la tradition et tous les ans, des gens effectuent le pèlerinage pour faire le tour de la Bretagne avec ses pieds et délimiter le territoire en faisant escale aux cathédrales correspondant aux 7 anciens évêchés d'Ancien Régime. Un petit aparté, surtout à l'ouest de la péninsule, on a conservé les traces de cet évêché, c'est-à-dire que dans le Finistère, par exemple, les gens qui habitent sur la rive droite de la rivière de Morlaix, eh bien, se considèrent comme les Trégorois. Et dans les intitulés des communes, il y a marqué Trégor finistérien. Ils y tiennent alors à Saint-Jean-du-Doigt, à Plouganou, à ce qu'on les considère comme des Trégorois et non comme des Finistériens ordinaires. De la même manière ici, Rédéné est dans le Vantais. Et quand vous quittez Quimperlé en direction de Lorient par la rue Terre de Vannes. Donc là, on sent bien dans l'Ouest que les gens sont restés inconsciemment attachés à ces anciennes frontières. Bien qu'aujourd'hui, la départementalisation... alors c'est plus vrai à l'Ouest que je pense que les habitants de Ploërmel ne se sentent pas trop rattachés à l'évêché de Saint-Malo. Et pourtant, ils y ont appartenu. Donc ce fameux Trobriez, là, qui était tombé en désuétude, a été, comment dirais-je... revivifié par Philippe Abjean en 1994 et l'année suivante, Dénes Prigent a composé une chanson sur ces chemins retrouvés, un chou ad cavet, et avec de très belles paroles que vous verrez à l'écran et vous allez l'entendre également. Donc vous verrez, à un moment, il y a une rupture de ton. Alors, c'est une chanson très dynamique, puisqu'elle a été faite sur le ton d'une danse ficelle. Donc une gavotte très dynamique. Et un petit mot sur Dénes Prigent, qui est maintenant très connu, dont, comme il le dit, la bonne prononciation devrait être Prigent. Mais enfin bon, c'est rentré dans les mœurs. Mais il décompose son prénom d'une manière astucieuse en disant... Dénes, c'est à la fois den, homme, aîné, âme, et énes, île. Alors c'est vrai qu'un homme, une âme, une île, pour désigner une personne, il n'y a pas mieux. Alors j'ai longtemps cherché un trait d'union, une histoire de Saint-Breton qui permette de faire un lien entre les bases de départ, Irlande, Grande-Bretagne, et entre les bases d'arrivée, la côte nord et la côte sud. Et à force de chercher, j'ai trouvé l'histoire de Saint-Efflambe et de Saint-Énora. Donc le mariage de ces deux jeunes avait été prévu parce que 2 royaumes étaient en guerre, un royaume côté irlandais et un royaume côté breton. Et donc le mariage de ces 2 jeunes gens devait concrétiser la paix. Et donc la nuit de noces, Efflambe a dit à sa nouvelle épouse qu'il souhaitait devenir moine. Mais s'il ne se mariait pas, la guerre risquait de reprendre. Donc d'un commun accord, elle a accepté son choix et le lendemain, il a pris la mer
et en direction de la Petite-Bretagne, et il a touché terre dans le rocher, au rocher de Saint-Efflam, au bord de la grève de Plestin, qui est maintenant plus célèbre pour ses algues vertes que pour Saint-Efflam. Et avec quelques jours d'écart, elle est partie à la poursuite de son mari, et elle a touché terre en Bretagne dans un endroit remarquable aussi, c'est Causse-Yodet, à l'embouchure du Léguerre, la rivière si chère au cœur d'Angela Duval. Et elle a rejoint donc son mari au pied du rocher. Alors là aussi, on va faire appel à un publicitaire français qui avait dit que tout homme qui à 50 ans n'avait pas sa Rolex avait gâché sa vie. Et ben, chez les moines celtes, c'est tout homme qui à 50 ans n'avait pas tué son dragon était à côté de la plaque. Alors Efflam a aussi tué son dragon. Il n'y a pas que Saint Paul, il n'y a pas que le Léon, et donc le dragon, comme d'habitude, a été se jeter dans la mer. Et donc elle a rejoint son mari comme conhospitae, dont on a déjà parlé, et puis ayant entendu dire qu'il y avait un monastère de femmes qui se construisait, elle a rejoint Sainte Ninoc, et devinez où, pas loin d'ici, à Guidel, sur les bords, à Guidel-Pleumeur, sur les bords de l'étang de Landnénec. Landnénec, Landninoc. Beaucoup de noms en noc en vieux breton sont en nec. Caradoc au Pays de Galles et Caradec en France. Donc Ninoc, Ninec. Et elle correspondait avec son mari, là aussi je vous renvoie à une chanson qui a été mise aussi comment dirais-je, qui a eu son heure de gloire avec les Triandes et avec Alan Stevens, c'est Sylvestric. Sylvestric, donc un jeune homme qui s'est enrôlé, correspondait avec son père par l'intermédiaire d'un oiseau. Et donc là, Enora et Efflam correspondaient par l'intermédiaire d'un oiseau, et pas n'importe quel oiseau, c'est un crave à bec rouge, une corneille à bec rouge, et cet animal existe encore, mais bon, ses effectifs sont très diminués. À l'île d'Ouessant, il y en avait aussi quelques couples à Belle-Île, et on les retrouve en Irlande, en Écosse et dans l'Himalaya. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller à Ouessant ou à Belle-Île, eh ben, vous regarderez si vous ne voyez pas un crave à bec rouge. Et donc c'est d'ailleurs par l'intermédiaire de cet oiseau que Enora apprendra la mort de son mari qui était resté donc au pied de son rocher là-bas à côté de Plestin. Alors vous avez appris à l'école pas mal de pièces de Molière, non, le médecin malgré lui, où il se moquait des médecins de l'époque qui n'étaient pas très efficaces vis-à-vis des maladies, et ce qui fait qu'en Bretagne, plutôt que d'aller voir le médecin, on allait voir des saints, et donc il y a une bonne partie de saints qui sont des saints guérisseurs, et dont les fontaines étaient souveraines pour guérir certaines maladies. Donc je vous ai mis, de ce que vous verrez à l'écran, là, un certain nombre de saints thérapeutes. Alors certains sont connus pour cela et d'autres plus ou moins, mais par exemple la rage qui était une maladie mortelle, eh bien Saint Gilda est, paraît-il, très efficace vis-à-vis de cette maladie. Alors je n'ai pas trouvé de saint guérissant du Covid, mais les recherches se poursuivent. Donc l'épilepsie, c'était Saint Jean, qui n'était pas breton, mais guérissait l'épilepsie. La goutte, c'était Saint Turlou, Saint Gurloès. Et puis vous aviez, alors oui, un aparté sur l'alcoolisme, parce que les sonneurs avaient la réputation de boire beaucoup. On disait que c'était pour mouiller l'anche. Et figurez-vous que le saint qui était souverain pour guérir l'alcoolisme, c'était Saint Mathurin. Et comme vous savez que le plus grand sonneur breton était Mathilde Nandal, on peut dire qu'au cours de sa carrière, il a beaucoup rendu hommage à son saint. La folie, c'était Drouk Sandbriac. La coqueluche, alors petit aparté pour la coqueluche, parce que il y a une chapelle dans le Vantais, à côté d'Auray, c'est Saint-André de Lomarec, où la fontaine guérit de la coqueluche. Et alors c'est par similitude phonétique, puisque Saint-André en breton c'est Andréo, en un seul mot, alors que la coqueluche c'est Andréo. Donc il est normal que Andréo guérisse Andréo.
Et vous verrez que les vers intestinaux sont également du domaine de Saint-Maudé ou de Saint-Botmaël, mais il faut aller gratter la terre de leur tombeau et boire la décoction. Alors bon, je vous invite à l'essayer pour voir s'il faut l'adopter. 9e chapitre, c'est que pouvons-nous voir de cette lointaine époque aujourd'hui en Bretagne. Et là aussi, on est gâté par rapport au reste de la France où des reliquats mérovingiens ne courent pas les rues, alors que nous avons quand même de nombreux indices. On va les voir ensemble. Alors, premier indice, les sarcophages les plus anciens, dits mérovingiens. Donc vous avez dans l'église de Boulvriac en breton, le sarcophage il a été déplacé de la crypte, il a été mis dans le bas de l'église, mais il est toujours visible. Vous avez dans la chapelle de Saint-Gildas à Carnouët un sarcophage qu'on dit être son tombeau, mais il a des tombeaux multiples. Hein. Et vous en avez un très beau aussi, mais qui a servi d'auge et qui est visible au musée des Champs Libres. C'est celui de Saint-Budoc. Et donc on voit il y a un trou dans le sarcophage parce qu'il servait d'abreuvoir et donc il fallait pouvoir le vidanger de temps en temps. Ici, à côté de la rivière du Bonneau, vous avez la chapelle de Saint-Avoy. Et dans la chapelle de Saint-Avoy, vous avez une pierre particulièrement remarquable, une pierre avec une cavité qu'on appelle la barque de Saint-Avoy. Et donc pour conjurer cette pierre un peu païenne, elle est constellée de croix gravées. Alors les spécialistes du Haut Moyen-Âge ont analysé, en fait, c'est une meule du néolithique. Mais c'est quand même un très bel objet, donc, et une très belle chapelle. Donc c'est une chapelle à aller voir absolument. Donc elle a un clocher qui est un peu rapetissé parce qu'il a été frappé par la foudre, mais un très beau site. Et vous avez aussi, toujours dans le Morbihan, à la chapelle Saint-Molvan à Cléguérec, où vous avez le sarcophage du saint qui est enchâssé dans le dallage au milieu de l'église. Sur les bords de la Rance, un village touristique, hein, où il y a eu des films de tournée, il a eu aussi le prix d'un des plus beaux villages de France, vous avez le village de Saint-Suliac. Et dans ce village-là, vous avez la pierre du tombeau du saint, avec une inscription en latin. Alors il faut savoir que Saint-Suliac est connu en Basse-Bretagne sous le nom de Saint-Sulio. Et il est connu également au Pays de Galles, puisqu'il y a un village qui s'appelle Lancilio. Donc il est le saint patron de Tressigno également. Et ici, tout près de chez nous, malheureusement, sur territoire privé, un saint dont on a déjà parlé, puisque les Dégiou ont fait un peu de toponymie, et notamment la toponymie d'Enbon, et on a parlé de Saint-Guntierne, alias avec le lieu consacré qui est Locoyarn. Et donc vous avez ici la grotte qui a accueilli le saint comme ermitage. Alors Saint-Guntierne est honoré à Quimperlé, à Groix, à Douélan, à Cloire-Carnouët, à Kervignac également. Donc c'est vraiment parmi les saints de l'immigration un saint local. Alors celui-ci est encore particulier parce que certains voient en lui un avatar du roi de Grande-Bretagne qui a fait venir les Saxons en Grande-Bretagne, donc qui a fait rentrer le renard dans la bergerie. Et donc il était connu en Grande-Bretagne sous l'appellation de Vortigern. Et donc ce Vortigern serait devenu Guntierne. Alors je laisse aux spécialistes comment dirais-je, l'art de trancher ce différend. Autre particularité, selon un spécialiste des croix et calvaires, qui est Yves-Pascal Castel, il a, d'après lui, toutes les croix dites à tête haute, qui ont donc la partie supérieure de la croix autour du transept, qui est supérieure à la normale, seraient les plus anciennes de Bretagne. Et donc dateraient de cette période d'arrivée. Et nous avons également un trésor unique qu'on ne retrouve qu'en Irlande et qu'au Pays de Galles, ce sont les cloches à main, qui sont concentrées quand même dans l'ouest de la Bretagne, mais le Morbihan a la sienne. Donc cloche à main, vous avez une image représentant un moine avec cette cloche qui annonçait sa venue aux populations, et on en a 6, il y en avait 7, et je vais vous expliquer ce qu'elle est devenue. Donc
Je vous les ai numérotées, comme ça vous pourrez les repérer. Donc vous en avez une dans le Cap Sizun, vous en avez une à Locronan, qu'on appelle en Irglas, qui est considérée comme la cloche de Saint-Ronan. Vous en avez une qui est visible dans la cathédrale de Saint-Paul de Léon à Castelpol. Vous en avez une à Perros-Guirec, qui a été transférée au musée de Saint-Brieuc. Et vous en avez une à Pôle et une autre à Stival dans le Morbihan à côté de Pontivy. Alors celle de Stival dans le Morbihan a même une inscription en latin et cette inscription est tardive, c'est-à-dire qu'elle a été faite dans les premiers siècles après la venue du saint. Et elle est appelée également le bonnet de Saint-Mériadec parce qu'elle était apposée sur la tête des enfants qui avaient des déficiences. Donc voilà, nous avons 6 cloches à main qui datent de plus de 1500 ans, donc c'est absolument remarquable. La 7e, et non la moindre, était celle de Saint-Guénolé. Et cette cloche, elle est partie en émigration avec les moines lors des invasions vikings, et elle est rendue là-bas dans les Flandres, à la ville de Berck, que vous avez vu dans le film Les Ch'tis. Et malheureusement, à l'époque de la Révolution française, quand on a fait les brûlis de saints, qu'on a cassé les statues, etc., eh bien cette cloche-là a été écrasée, fondue et a disparu à jamais. Donc ces cloches-là sont considérées comme des reliques, et la plus célèbre d'entre elles, puisque tous les 6 ans, elle est portée à dos d'homme lors de la Grande Troménie, est considérée comme une relique. Et à la fin de la procession, elle est mise au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle du Péniti, et tous les gens qui ont participé à la procession passent sous cette châsse, sous ce reliquaire, et éventuellement peuvent toucher la vitre du reliquaire avant de rentrer dans l'église pour suivre la suite de l'office. Je vous ai mis à l'écran, vous pourrez voir le trajet de cette troménie qui a été longuement étudié. Un troménie, c'est un tro-mini, et avec le breton, on fait la mutation, et ça vient androveni, donc le tour de l'Ermitage. Et donc, le dernier à avoir étudié et avoir amené une hypothèse intéressante, c'est Donatien Laurent, qui nous a malheureusement quittés, et qui voit en ce quadrilatère eh bien, un calendrier celtique avec les 4 saisons. Et on culmine sur le sommet de la montagne à l'époque de la fête de Lugh, donc au 1er août. Et après, on va descendre, le soleil descend aussi, 10-40 heures, pour arriver au 1er de l'an breton. Donc le départ et l'arrivée se font le 1er novembre. Alors ces troménies, il en reste encore quelques-unes en Bretagne. Certaines ont disparu, d'autres ont été restaurées. Et puis malheureusement, avec l'accroissement de la population et puis les lotissements, des maires ne sont pas toujours au courant que le lotissement qu'ils ont conçu est sur le tracé de la Troménie, et on ne peut plus faire le même itinéraire. Donc il y en avait à Landelot, il y en avait à Locquénolé, il y en avait à Gouesnou, à Plouguerneau et à Beaubriac. À Beaubriac, elle s'appelait en Léodro, le tour d'une lieue. Alors à noter que la lieue de Bretagne est différente de la lieue française. Elle est un peu plus longue, 4,5 km environ. Il y avait toutes sortes de lieux dans l'Ancien Régime. Il y avait des lieux de poste, et on changeait les chevaux toutes les 7 lieues. Ça vous rappelle quelque chose peut-être. Donc ça faisait à peu près une trentaine de kilomètres. Et puis, avant Vatican II, dans certaines communes, c'était tombé un peu en désuétude, il y avait les processions comme ça qui faisaient le tour des communes, et on allait bénir les récoltes. C'était les rogations. Donc du latin rogare, remercier, demander de bonnes récoltes. Et ce terme du tour de Mini a été repris aussi par Job en Irienne. Quand il a fondé son centre spirituel, il l'a baptisé Mini Levenes, le refuge de la joie. Levenes, c'est la joie. Alors certains d'entre vous ont peut-être connu il y a plusieurs dizaines d'années un pâtissier célèbre à Lorient qui s'appelait Levenes, et en effet,
si vous consommiez des pâtisseries de chez les Vénès, ça amenait de la joie. Encore un indice que je vous recommande vivement d'aller voir, comme la grotte de Saint-Gildas, c'est la fameuse chapelle Saint-André de Lomarec. Parce que dans le mur du côté gauche, du côté de l'évangile, vous avez un sarcophage, et donc pour lire l'inscription qui se trouve à l'intérieur, il faut se mettre à genoux. Et en effet, il faut se mettre à genoux avec respect, parce que vous avez là le plus vieux texte écrit en vieux breton qui existe dans notre péninsule. Il existe un autre texte en Ille-et-Vilaine, vous voyez qu'on est loin de la limite linguistique, et c'est une marque de bornage. Donc celle-ci est plus intéressante, parce qu'en plus les gens se cassent les dents sur la signification exacte. On y lit Ira, Emma, Henri, et entre Henri et le reste, il y a un chrisme, une espèce d'étoile à 6 branches. Alors certains disent que cette étoile-là signifie un mot également. D'autres ne sont pas d'accord. Mais ce qui me paraît le plus cohérent, c'est que ce serait Amant, Emma, Henri. La traduction ici est le roi. Ici est le corps du roi. Alors de quel roi s'agit-il? Eh bien vraisemblablement du roi Varrock, parce qu'on est près d'Auray. Et Auray s'explique par le breton en alré comme la cour royale du roi du pays, c'est-à-dire le roi Varrock qui devait s'appeler vraisemblablement Guérec. Pourquoi? Parce qu'entre le GU et le W, Guillaume Willem, ça joue, hein, Gwenet, et les portes de Broérec nous donnent son nom. Donc il devait s'appeler vraisemblablement Varec et non pas Varrock. Mais il faut dire que les Francs, quand ils orthographiaient le breton, d'ailleurs ça n'a pas changé, hein, vous leur dites croissant chou et vous traduisez ça en croissant chaud, il est vraisemblable, le Morvan, ils l'appellent dans leur texte mûrement, qu'ils ont commis une erreur phonétique pour Varrock. Donc vous avez là donc un tombeau royal avec une inscription en bon breton, c'est vraiment extraordinaire. Alors on connaît la date de sa mort, il est mort en 550. Donc quand vous êtes à genoux et que vous touchez ces pierres-là, vous êtes greffé de 2021 en 550. Remarquable. Allez chercher ça dans le monde franc. Et donc vraiment, elle est proche de la route. Et il y avait à quelques encablures de là une pierre gravée qui marquait un lieu de justice. Alors malheureusement, elle a été arrachée et elle a été déplacée dans les jardins du musée à Vannes. Donc cette pierre de justice plus le tombeau fait qu'on a quand même un endroit absolument remarquable et qui vous ramène à 550. Allez chercher ça ailleurs. Autre élément que j'ai mis avec enthousiasme dans la première version de ce document, c'est la stèle gravée de Rungleo. Alors Rungleo, ça se trouve à côté de Logona d'Aoulas. Et dedans, sur cette pierre-là, qui est une stèle de l'époque gauloise, une stèle de l'âge du fer, vous avez le Christ qui est représenté dans la partie supérieure, et ensuite vous avez les apôtres qui sont représentés 4 par 4. Alors si vous remémorez les grandes croix celtiques d'Irlande, eh bien vous avez cette même graphie qui est utilisée, soit 4 par 4, soit 3 par 3. Et donc, on disait, ben voilà, c'est une stèle qui date des premiers âges quand les moines bretons sont arrivés. Mais elle a été expertisée par l'abbé Castel, encore lui, Yves Pascal Castel, et il a examiné chaque saint soigneusement, hein, comme Sherlock Holmes avec sa loupe, et il a vu que le 12e saint était un peu particulier. Alors vous savez que souvent, quand on représente les 12, on ne représente pas Judas. Donc, soit Judas est remplacé par l'apôtre qui a été tiré au sort, c'est le seul cas hein, d'un apôtre tiré au sort, Matthias, ou alors il est remplacé par Saint Paul, qui théoriquement ne fait pas partie des 12, puisque lui, il a eu la révélation sur le chemin de Damas. Et donc là, on a Matthias. Et donc ça laisse à penser à l'abbé Pascal que, à l'abbé Castel, décidément, que cette stèle date de la contre-réforme, donc fin 16e, début 17e. Donc, c'est pas comme une haute croix d'Irlande, comme celle que vous voyez à l'écran maintenant.
et où vous avez des représentations dont je vous ai parlé, soit 4 par 4, soit 3 par 3, sur ces hautes croix d'Irlande, appelées à tort ou par abus croix celtiques. Alors, toujours dans les indices qui nous relient à ce lointain passé, eh ben, vous avez la toponymie. Philippe Abjean a un très bon, comment dirais-je, une très bonne expression en disant se déplacer en Bretagne, que vous choisissez la voiture, le vélo, ou vous marchez à pied, c'est une litanie des saints à chaque fois que vous franchissez le territoire d'un Plou, d'un Pleu, d'un Plu. Que vous soyez à Plumodon, à Pleu-Cadeuc ou à Plou-Gastel, eh bien tout ça, ce sont des paroisses qui ont été fondées par des moines au 4e, 5e ou 6e siècle. Alors ces Plous se sont subdivisés en traits, et quand il y avait un moine solitaire dans un ermitage, c'était un land. Donc vous regardez la carte des traits, la carte des Plous, la carte des traits et la carte des landes, et vous avez l'implantation monastique de ces premiers siècles. Alors en parallèle, cette implantation monastique a souvent donné lieu à la création de paroisses. Alors j'ai trouvé une carte dont certains contestent la véracité de certains des noms de paroisses. Elle a le mérite d'exister et donc vous pourrez éventuellement faire un zoom sur votre écran. Mais en ce qui concerne la région de Lorient, j'ai effectué le zoom à votre place et on va regarder un peu quels sont les noms de paroisses qu'il y a autour de Lorient. Lorient qui est une création moderne, donc qui n'existait pas à ce moment-là. Alors ça tombe bien, puisque dans le cadre des Désios, vous avez Serge Bozek qui a fait une petite conférence sur la toponymie de cette région. Et donc, je ne vais pas reprendre les mêmes termes que lui, donc il a expliqué l'origine de Guidel, l'origine de Plumeur et l'origine de Gestel. Donc on va regarder ce qui nous reste, et notamment celle où il y a un Plou. Donc il y a Plouhinec. Alors c'est un cas particulier parce que là ce ne serait pas un nom de saint. Alors vous avez quelques paroisses où il n'y a pas le nom de saint. Par exemple Plougastel, c'est la paroisse du château. Mais vous avez dans les Côtes d'Armor par exemple une paroisse qui sans doute était petite. Et donc elle s'est appelée Pleubian. Et ici nous avons donc Plouhinec, qui serait la paroisse de Lajon, parce que Lajon en vieux breton se disait Ézinec ou Étinec. Vous avez Plouarnel, donc là on a sans doute Saint-Armel qui se cache derrière cela. Elle était d'ailleurs écrite Plouiarnel en 1387. Vous avez Plumergat avec Saint-Morgat et Pluméliau avec Saint-Méliau, qui sont des saints dont on a quelques connaissances de la vie. Le mot de Codan également est très ancien, bien qu'il ne se rattache pas à un nom de saint. Vous avez Ploué, dont une explication possible, elle n'est pas certaine, ce serait la paroisse de Dieu, Ploudoué, Ploudoé. C'est ainsi qu'elle est inscrite avec la mutation Plouzoé en 1341. Voilà pour nos paroisses environnantes, mais ce petit jeu de recherche du saint qui se cache derrière le nom de paroisse, vous pouvez l'exercer, pas seulement en Basse-Bretagne, toute la région entre Lamballe et Saint-Malo est constellée de plus de plots avec certains qui prêtent à sourire, comme Plumodon, si vous le prononcez à la française. Alors ces Plous ont été regroupés en pagis, qui après, dans l'organisation ecclésiastique, sont devenus des doyennés. Et dans des petites régions, dans des sous-régions de Bretagne, ces noms apparaissent. Alors le plus connu, c'est le Poer, le Plouguer, Carré-Plouguer. C'est les deux guerres qui ont la même origine que le mot gallois. Le mot guerre vient de Caer, qui signifie forteresse. Donc vous connaissez Carnarvon Castle au Pays de Galles, qui est d'ailleurs un pléonasme, puisque Caer c'est déjà le château. Eh bien il y aurait en Bretagne deux Caer avec le sens de forteresse, c'est Carré-Plouguer, et qui aurait donné Poer, le pays de la forteresse, et le nom breton de Belle-Île, Enes Gerver, l'île de la grande forteresse. La grande forteresse, c'est l'oppidum gaulois
qui est maintenant la forteresse Vauban. Mais avant Vauban, il y a eu une forteresse gauloise. Et autrement, tous les Caires sont plus tardifs. Les Caires sont du XIe siècle en général pour les premiers, XIe, XIIe, et qui se retrouvent sous la forme Car en Haute-Bretagne. Vous avez, c'est un nom de famille, c'est des noms de lieux. Vous avez Carfantan qui correspond exactement à des Kerfetan ou Kerfenten. Alors, dans les noms de pagis également, vous avez le Pou d'Ouvre qui existe encore aujourd'hui. Vous avez un comité, comment dirais-je, au tourisme du Pou d'Ouvre. Eh bien, ça s'explique par le breton Pou d'Aoudour, le pays de deux eaux. Alors, c'est un nom que les Bretons donnaient souvent quand il y avait un territoire qui était coincé entre deux rivières. Donc, on l'a dans le Léon et on l'a ici dans le pays gallo. Le Penthièvre vient de Penter. Dans la région de Saint-Malo, ils disent qu'ils sont dans le clos poulet. Alors ça n'a rien à voir avec l'élevage de volailles. C'est le poulet en question, c'est le Plou d'Alette, le pays d'Alette qui était l'évêché qui a précédé Saint-Malo. Et vous avez aussi, quand on va vers Dole, on appelle ça le clos Ratel. Alors bon, les gens qui n'ont pas de connaissances toponymiques disent bon, le clos c'est un terme qui est beaucoup usité dans le pays gallo. Mais Ratel s'explique par le breton réter, qui signifie l'Est. Donc c'est le pays le plus à l'Est, ce qui est vrai. Et donc vous regarderez sur la carte les endroits particulièrement remarquables. Alors, concernant notre région aussi, vous avez un découpage justement en pagis qui est remarquable, parce que vous avez les dialectes, les sous-dialectes du Vantais. C'est-à-dire que le Poubels, c'est le Vantais maritime, et ici, nous sommes dans le Bas-Vantais. Le Bas-Vantais se subdivise en deux sous-dialectes, celui du pays Pourlette et celui que l'on parle à Lorient. Et là, vous avez les deux Kéménettes. Kéménette qui est une fraction d'un fief. Vous avez le Kéménette éboué et le Kéménette guérant. Et d'ailleurs, ce Kéménette-là, coupure d'un fief, a donné son nom à la ville de Guéméné. Guéméné, le pays de l'andouille, n'a rien à voir avec Guéméné-Penfao, parce que Guéméné-Penfao, c'est Gwen-Méné, la montagne sainte du bout des hêtres, alors que le nôtre, là, celui de l'andouille du pays Pourlette, c'est le pays du Kéménette. Ce Kéménette aussi, il y en a eu dans le Léon, Kéménette-Illy, et il y en a un qui est resté entre Quimper et Châtelain, c'est la ville de Kéménévin, qui est l'ancien de Kéménette, d'un nommé Évin. Alors pour faire pièce au Plou créé par les moines, vous avez aussi en toponymie quelque chose qui nous remonte au Moyen-Âge et à l'arrivée des Bretons en armorique. Il y a eu une structure administrative et militaire qui s'est mise en place en même temps qu'il y avait une structure religieuse, et cette structure militaire et administrative était le siège d'une personne, une espèce de préfet du haut Moyen-Âge, qu'on appelait un Mactierne, l'homme garant. Alors, il n'a aucune équivalence dans le monde franc, donc c'est difficile de vouloir le comparer. Donc, on pense que il jouait un espèce de rôle de notaire. Donc il enregistrait des actes, des dons, des mutations, mais il avait également un rôle militaire. Et d'ailleurs, beaucoup de Mactierne, avec la féodalité, deviendront les premiers nobles. Et alors, comment on repère ces emplacements de seigneurie du haut Moyen-Âge? Eh bien, avec les noms Lys, Lès, Los. Alors, parfois, on a des doutes, parce que, en toponymie bretonne, Lès signifie aussi la lisière, la frontière. Donc quand vous avez un lieu qui s'appelle l'Escouat, est-ce que c'est la cour du bois ou la lisière du bois? Alors s'il y a une mode féodale, on va dire que c'est plutôt la cour du bois. S'il n'y a pas de mode féodal, ce sera plutôt la lisière de la forêt. Mais parfois, on a parlé il y a quelques temps de lézardrieux, tout à fait au début de la conférence. Donc lézardrieux, il n'y a pas photo, c'est les ardeo, la cour du Trieux. Il y en a qui sont cités dans les Vies des Saints. C'est Lys-Ilion, la cour d'Ilion. Donc ça, on sait que c'est une cour de cette période-là. Et donc vous regarderez la carte qui apparaîtra sur l'écran et vous verrez que
autour de la rivière d'Etel, la rivière de Morlaix, la concentration est assez importante. La plus importante que l'on ait, c'est dans le Cap et le pays Bigoudin. Et donc vous verrez la présence, et quand vous verrez un nom de lieu qui commence par les, lis, los, eh bien vous penserez à cela. Une particularité aussi qui n'existe nulle part dans la France ou l'Europe ou dans l'Empire de Charlemagne, c'est les évêchés fractionnés. Et donc nous avions en Bretagne un évêché un peu spécifique qui était l'évêché de Dole et qui avait des dépendances dans tous les évêchés bretons, y compris dans l'évêché de Vannes. Il avait un prieuré à Ballon qui a été détruit par les Vikings et qui n'a pas été reconstruit. Ce qui fait que dans l'Ancien Régime, il n'y avait pas d'enclave de Dole dans l'évêché de Vannes. Mais il y en avait partout. Donc vous avez une carte qui vous montre donc toutes les implantations de Dole jusqu'à toucher la rivière de Morlaix. L'Ammeur, célèbre par sa crypte, appartenait à l'évêché de Dole. Et l'évêché de Dole avait sous sa juridiction toutes les îles anglo-normandes et l'embouchure de la Seine. Pourquoi ? Parce que Saint Samson est allé mourir à Saint-Samson de la Roque, qui se situe aujourd'hui sous les piles du pont de Tancarville. Et donc jusqu'à la Révolution, toutes les communes qu'il y avait autour du pont de Tancarville appartenaient à l'évêché de Dole et étaient donc sous juridiction bretonne. Alors, une autre particularité qui est donc l'importante présence de moines bretons dans l'actuelle Normandie, bien avant les invasions normandes, les invasions vikings. C'est le culte de Saint-Maclou. Et vous avez aussi un village remarquable, puisque vous le voyez dans tous les films sur les débarquements, c'est Sainte-Mère-Église. Mais ce qu'oublient de vous dire les journalistes, c'est que je sais bien que, au point de vue religieux, l'Église est notre mère, mais cette mère-là, c'est un nom de saint breton qui a été altéré. Et donc, à Quévin, ici, nous avons une salle paroissiale qui s'appelle Saint-Main. Eh bien, Saint-Main s'appelait à l'origine Saint-Mévin. Et il a perdu son V intervocalique, c'est courant en breton, où l'Esnevin eh bien, devient l'Esnéen, Pont-Aven, donc Pondain, et donc on perd ce V intervocalique. Donc à l'origine, Sainte-Mère-Église, c'était Saint-Mévin, qui est devenu Saint-Main, et par une nouvelle altération, est devenu Sainte-Mère. Donc on a changé de genre en même temps. Rien à voir avec la Bretagne, mais bon, une petite particularité qui se poursuit en Belgique également, mais également en Allemagne. C'est une particularité linguistique due au peuple de la mer d'origine germanique, ce qu'on appelle la ligne Joret. La ligne Joret, dans les patois normands, il y a deux types de patois normands, les patois gallo et les patois influencés par le nordique. Les nordiques, c'est le son que qui va prévaloir sur le son che. Exemple, dans les noms de famille, vous avez Duquesne et vous avez Duchesne. C'est le même nom, mais il y en a un qui a été altéré par la prononciation nordique. Et donc, vous avez vache dans un cas, vac dans l'autre. Vous avez charpentier dans un cas et carpentier de l'autre. On voit bien que le patois normand carpentier a donné carpenter en anglais. Le chat au patois du Nord devient K et a donné cat, etc. Tout le monde se souvient de la phrase de Kennedy lorsqu'il a été faire son discours à Berlin, Ich bin ein Berliner. Eh bien, si il avait prononcé ça avec l'accent de la côte baltique, il aurait dit Ich bin ein Berliner. Et donc, cette particularité linguistique, qui n'a rien à voir avec le breton, bon, je tenais à la signaler pour votre culture générale. Voilà. Donc, dans la Normandie, abondant culte de Saint-Maclou. Et là aussi, je pense à une pub que faisait Marielle sur le Calvados normand, et il parlait du Calvados Père Magloire. Alors là aussi, je m'inscris en faux, parce que Magloire est un saint breton qui a fondé l'abbaye de Léon au sud de Dinan et qui a été mourir dans les îles anglo-normandes. Donc je revendique la paternité de saint Magloire, qui est un vrai breton et un faux normand. J'allais oublier le meilleur que j'ai bien sûr gardé pour la fin. Il y a à l'abbaye de Beaucain depuis 1953
à 2 pas du Menet, au sud de Lamballe, les reliques de 4 de nos saints fondateurs, saint Samson, saint Corentin, saint Brieuc et saint Malo, plus celles de saint Lunaire, de saint Méloire ou Mélard, et celle de saint Trémeur, de quoi perdre la tête. Et dans un reliquaire différent, celle de saint Magloire, qui, comme vous pouvez le voir à l'image, n'ont pas été conservées dans du Calvados. Pour terminer, ou s'approcher de la fin, tostade reum et fine en abardé, je vous ai mis ici une carte génétique qui met en exergue un gène masculin qui est le R1b-L21, donc un marqueur chromosomique qui représente sur la carte que vous aurez à l'écran, montre les gens qui en Europe ont un gène celtique. Alors ce gène celtique, on le retrouve dans l'analyse génétique, mais on le retrouve aussi dans les maladies génétiques. C'est que nous, en Bretagne, nous cumulons 3 maladies génétiques d'origine celtique. C'est l'hémochromatose, dont on a la région de France où elle est la plus abondante, et nous avons aussi la rosacée, un visage qui se couvre de rougeur, même si on ne consomme pas d'alcool. Et donc cette maladie est appelée par les dermatologues la malédiction des Celtes. Et donc on la retrouve aux États-Unis, on la retrouve en Australie et en Nouvelle-Zélande, partout où il y a eu une émigration celte, et on la retrouve en Bretagne également. Donc là je m'en approche un peu, là, il faut que je diminue ma consommation. Alors pour conclure, moines fondateurs, ils ont structuré notre pays, c'est sûr. Fondateurs, ils l'ont fait en coactivité quand même avec les MacTiernes, dans l'aspect militaire et l'aspect conquérant. Mais néanmoins, ils ont laissé une marque ineffable sur notre territoire. Et grâce à l'action d'un homme qui s'appelle Philippe Abjean, qui, non content d'avoir recréé le Trobraise, a eu l'idée, qui n'était pas gagnée d'avance, de construire des statues d'Elvenou en breton, et de les implanter sur un site remarquable qui est donc connu maintenant sous le nom de la vallée des Saints, mais qui localement est connu pour Tossen Sanweltas, et sur le Mine Kenekiyek. Alors c'est la prononciation du centre-Bretagne. Vous connaissez Ménèche les Léonards, mais Méné partout ailleurs, Vante, Manéguen à Kévin, et dans le centre-Bretagne, Miné. Donc, mais c'est la même chose. Hein. Alors ce couple MN nous vient de l'indo-européen. Et alors là, Kenekiyek, eh bien c'est un pléonasme parce que Kéné, c'est également une montagne. Alors vous l'avez dans Kénécan, vous avez Kénéa à côté d'Auray, et là le Kenekiyek. Et donc, remarquable comme site, il y avait une basse-cour qui a été rasée par un agriculteur qui voulait aplanir un peu la zone, et il a été sauvé in extremis par le maire de l'époque, qui a racheté les terrains de l'agriculteur avant qu'il rase la motte féodale. Et sur les flancs de cette colline, il y avait également un castrum romain. Alors les castrums romains, il n'y en a pas beaucoup qui restent en état. Ce sont en général des quadrilatères ou des rectangles entourés d'un fossé. Alors j'ai eu l'occasion d'en voir 2 dans mes sorties sur le terrain, mais tous les 2 fortement amputés. Donc je vous ai mis à l'écran là un relevé du site de Tossen Sanweltas Mene Kenekiyek, qui a été relevé en 1931 par Frottier de la Messelière, qui a fait un dessin à main levée représentant la motte féodale, sa basse-cour et le castrum romain. Alors ce qui nous permet de nous repérer, c'est la chapelle Saint-Gildas. Alors cette chapelle-là a été pillée dans les années 60, où des gens sont venus avec un camion et ont débité les poutres engoulantes à la tronçonneuse et ont embarqué toutes les statues. Alors, comme c'était un endroit très peu fréquenté, le sociologue Ronan Quadic, quand on lui a dit qu'on implantait des statues, il disait que ce qui l'intenait le plus, c'est qu'elle soit implantée dans un pays qui était totalement déchristianisé. Et donc ce projet fou a vu le jour sous le
la direction de Philippe Abjean, et la mayonnaise a pris. Ils avaient fait faire 2 études, comme il le dit lui-même, et les 2 études avaient conclu à la non-possibilité de réaliser cela. Alors j'illustre ce propos avec 2 petites vidéos. Une première vidéo où Philippe Abjean vous explique son projet sur les moines boat people, et une autre vidéo que j'ai trouvée très intéressante d'un touriste toulousain qui est interviewé sur le site, et ce touriste-là nous voit certainement meilleurs que nous sommes, parce qu'il nous dit, ben voilà, la Bretagne n'a jamais lâché ses traditions, et il nous fait un compliment parce qu'il nous dit, oui, la nation bretonne. Donc c'est encourageant d'avoir un regard extérieur nous confortant de ce que nous souhaiterions être. Et juste avant de conclure, puisque ce pays un peu particulier, ce christianisme à part, cette population qui n'est pas française d'origine, fait de nous, les Bretons, non pas des Français à part entière, comme on disait à l'époque de la guerre d'Algérie, mais des Français à part. Et donc je ne voudrais pas, à l'heure où beaucoup d'hommes politiques fustigent le communautarisme, que le puisse nous en taxer. Et donc j'ai trouvé, pour illustrer mon propos, une phrase d'un prix Nobel irlandais qui disait, vous allez le voir à l'écran, « Ici, il n'y a pas d'étrangers, il y a seulement des amis que nous n'avons pas encore rencontrés. » Voilà, donc à méditer par notre ministre de l'Intérieur actuel. C'est un endroit unique, blotti au cœur d'une Bretagne un peu secrète, parfois oubliée. Un site qui, en 2009, a rencontré la volonté d'un homme, Philippe Abjean, qui, après avoir ressuscité le pèlerinage du Trobrez, a choisi d'honorer par la sculpture les pères fondateurs de sa région. L'idée, c'était, dans un contexte de mondialisation, de mettre en avant les racines historiques de la Bretagne, puisque la vallée des Saints, ici, rassemble l'épopée des moines boat people qui sont venus au 5e, 6e siècle de Cornouailles anglaise, d'Irlande, du Pays de Galles. Et par vagues successives, ils ont occupé ce territoire qui ne s'appelait pas encore la Bretagne. Cette île de Pâques en centre-Bretagne regroupe plus de 70 œuvres monumentales qui imposent aux lieux et aux visiteurs un climat propice à la réflexion. On se sent d'abord tout petit, ce qui est normal, et puis on imagine très bien tous ces saints, tout d'un coup réunis ici, sur la motte féodale, là. C'est assez impressionnant. Impressionnant comme l'est sans doute ce projet un peu fou, dimensionné pour dépasser sans doute les limites de notre humanité. Dans une époque de société qui repose sur l'éphémère et le jetable, on mise sur quelque chose qui sera en place encore dans quelques milliers d'années. C'est vrai qu'on est à l'encontre de toutes les prévisions, et d'ailleurs les 2 cabinets d'études qui se sont penchés sur le projet ont toutes les 2 conclu à l'abandon du projet, ça ne pourrait jamais marcher. La Bretagne, n'a jamais lâché ses traditions. Alors que, je sais pas, moi qui viens du Midi, j'ai l'impression d'avoir vu tout ça se déliter. Bon, j'ai 65 ans, je me souviens quand j'étais tout môme, il n'y avait pas encore la télé, etc. Et on connaissait encore, j'ai connu en tout cas tout jeune, les contes, les veillées, etc. Toutes ces histoires qui sont racontées. Et je vois qu'en Bretagne, la télévision n'a pas tué ça, bien au contraire, c'est entretenu, par toute la, appelons-la la nation, par toute la nation bretonne, cette volonté de sauvegarder sa culture. Donc je récapitule les vies des saints telles qu'elles ont été écrites et lorsqu'elles ont été, publiées. Alors certaines ont été un peu comme les évangiles. On sait que les premiers textes ont été écrits une centaine d'années après la mort de Jésus-Christ, mais d'autres ont été écrits 300 ans ou 400 ans après. Eh bien la vie des saints c'est pareil. Certains ont été écrits très tôt. La plus récente, si vous voulez, c'est celle de Saint Samson. Mais la plus tardive, c'est la vie de Sainte Nonne, qui est la seule écrite en breton et qui a été écrite sans doute au XVe siècle. Et donc vous verrez les différentes dates. Alors certaines vies ont été écrites 2 fois, donc les spécialistes s'amusent à comparer les différentes versions des vies et à voir ce qui a été gommé dans la 2e version par rapport à la première ou ce qui a été ajouté. Donc vous regarderez et j'ai récapitulé aussi
tout ce que l'on connaît vis-à-vis de ces saints, eh bien, on le doit à des gens qui ont défriché avant nous. Alors, le premier qui ait fait une histoire de Bretagne d'un seul tenant et cohérente, c'était Bertrand d'Argentré, un contemporain d'Anne de Bretagne, et son histoire a été censurée. Enfin, contemporain, non, elle était morte quand il a publié son histoire. Son oncle était son contemporain, mais lui, non. Albert le Grand, un dominicain au XVIIe siècle, a écrit l'histoire des saints de la Bretagne armorique. C'est la source la plus sûre que nous ayons, parce qu'il a pu consulter des textes qui ont disparu après, soit parce qu'ils étaient trop vieux, ils sont tombés en poussière, soit parce qu'ils ont été brûlés ou détruits à l'époque de la Révolution. Don Lobino a repris en partie l'histoire des saints et a abondé dans l'histoire de la Bretagne. Il a eu des gros soucis parce que il a contesté le fait que les Rohans descendent des rois de Bretagne, ce qui lui a pas valu que des coups fourrés. Arthur Lemoine de la Borderie a publié une gigantesque histoire de Bretagne en 6 volumes, et cette histoire a servi de base au nationalisme breton tel qu'il s'est structuré avant et après la guerre de 14. Et puis nous avons des purs chercheurs qui ont collecté des légendes, donc l'abbé François Duyn dans la région de Dole, Georges Dautin qui a étudié les langues celtiques, et puis on se rapproche de nous avec Joseph Lott qui est mort en 1934, né à Guéméné-sur-Scorff, donc linguiste, historien, lexicographe, et qui a été le premier à expliquer le phénomène migratoire en partant des îles de Bretagne. Plus proche de nous, un immense chercheur qui est Léon Fleuriot, qui lui a trouvé des textes qui n'avaient jamais été décelés par ses prédécesseurs, c'est-à-dire que dans les textes latins venant des abbayes bretonnes, eh bien, il a trouvé des petites annotations en vieux breton qu'on appelle les gloses. Et de ces gloses, il les a rassemblées dans un livre et il en a traduit des règles de grammaire. Donc c'est à lui que l'on doit l'analyse de la grammaire du vieux breton. Et comme beaucoup, il est mort trop tôt d'une longue maladie. Dans les années 70, vous avez eu un livre qui a eu un franc succès, c'est La Bretagne des saints et des rois, de André de Chédeville et d'Hubert Guillotel. Et vous avez également les travaux du chanoine François Falin, qui a fait beaucoup d'études toponymiques et linguistiques sur le breton et le vieux breton. Plus proche de nous, des chercheurs du CRBC, Centre de recherche bretonne et celtique. Alors Jean-Christophe Cassard, donc il faut absolument lire Les Bretons de Nominoé et Un siècle de Vikings en Bretagne. Bernard Tanguy, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui nous a quittés en 2015, et qui était de l'ANISCAT justement. Et puis des chercheurs du CIRDOMOC, alors un autre centre de recherche, le Centre international de recherche et de documentation sur le monachisme celtique. Eh bien, Bernard Médrignac, qui a fait beaucoup de travaux sur les saints fondateurs, est mort en 2013, et en fait partie également Job Onirienne, toujours parmi nous. Et nous avons aussi 3 chercheurs anglo-saxons dont je me dois de citer le nom. C'est Nora Kershaw-Chadwick, qui était pourtant une spécialiste de la littérature orale russe à l'origine, et donc chercheuse universitaire, et nous lui devons donc les royaumes celtiques en 1967 et The Colonization of Brittany from Celtic Britain en 1965. Et un autre livre écrit en collaboration avec Miles Dillon. Mais le plus grand d'entre tous, qui est venu passer 1 an en Bretagne, à Plougrescan justement, dans le Trégor, c'est le seul de tous les chercheurs qui maîtrisait toutes les langues celtiques. Donc il maîtrisait le gaélique d'Irlande, le gaélique d'Écosse, le gallois et le breton. Donc c'est vraiment l'homme le plus complet et le plus éminent de sa génération. Donc Kenneth Earlstone Jackson, donc aujourd'hui décédé, et il a récusé la thèse de François Falin, enfin une en breton, qui voulait faire des Vantais une survivance moderne du gaulois. D'après lui, le Vantais,
c'est la langue qui se rapproche le plus du breton d'outre-Manche, la plus proche du gallois. Donc l'inverse de la thèse du chanoine. Alors une autre survivance du monde d'avant, du monde d'Ancien Régime, c'est les évêchés bretons qui ont disparu. Donc aujourd'hui on a l'évêque des Côtes-d'Armor, l'évêque du Finistère, l'évêque du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, l'Atlantique. Mais contrairement à l'évêque de Meurthe-et-Moselle ou l'évêque de la Creuse, eh bien quand on est évêque des Côtes-d'Armor, eh bien de votre titre épiscopal, c'est évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Quand vous êtes évêque du Finistère, vous êtes évêque de Quimper et Léon. Quand vous êtes évêque d'Ille-et-Vilaine, alors là c'est le triumvirat, vous êtes évêque de Rennes, de Dole et de Saint-Malo. 3 pour le prix d'un. Et donc comme je vous le disais, c'est surtout dans le Trégor finistérien et là à côté de Lorient ou au Faouette où les gens se sentent plus cornouaillais que morbihanais, bien au département du Morbihan, le breton qu'il parle, le costume qu'il porte, les rattache à la Cornouaille. Alors je mis ici 2 représentations d'un livre qui existait dans certaines familles. Donc cette histoire des saints n'a pas totalement disparu dans les familles cultivées. Alors, dans les familles cultivées, c'est dans les familles qui savaient lire. Parce qu'à la veillée, il était de tradition, pendant que d'autres faisaient des travaux manuels, on épluchait, on faisait... Enfin, les mains ne restaient jamais immobiles. Eh bien, un des membres de la famille, à la lueur de la bougie ou de la cheminée, lisait un paragraphe de Buerzent, La vie des saints. Et donc, ces vies des saints, là, ont toujours été rééditées siècle après siècle, et j'ai la chance d'en posséder une du fin du XIXe siècle, Buerzent, donc Moulette et Brokemper, avait juste. Hein. Mais vous en avez également dans le 21, chaque évêché avait sa vie des saints. Donc on s'approche ici de la fin de cette petite présentation, de cette conférence, et j'ai demandé à Gérard de l'illustrer avec un air, une marche, ballet Glauer, la marche des charbonniers. C'est un air pourlette. J'ai trouvé qu'il était très entraînant. Et avant de vous quitter, je voudrais rendre un hommage à celui qui a animé pendant de nombreuses années des stages de breton au lycée de Châteaulin, c'est Gwen Huon, et qui nous a quittés récemment. Donc, Ravezo Scan Douar Braise évitant.